Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce troisième cours de méditation. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je salue également les gens qui sont en ligne, qui nous suivent en direct et également tous ceux qui nous suivront en différé. Alors, nous allons aborder un thème intéressant ce soir. Nous allons nous concentrer plus en détail sur l'être. Alors, la dernière fois, on avait vu ensemble notre mécanique intérieure. On avait découvert en fait quelles étaient les différentes facultés qui nous animaient. Et ça nous aide énormément de savoir que bien on a un esprit qui pense beaucoup et qu'on est capable de mieux gérer cette force-là très 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 expansive avec une autre faculté qui est l'intellect. Et on comprend mieux également d'où viennent ces réflexes que l'on peut avoir dans notre quotidien, que l'on souhaite certains changer. Donc, on a vu ensemble qu'on avait des mémoires, des sanskars, des empreintes, qui contiennent énormément d'informations passées et qui gouvernent énormément notre manière d'être et notre manière d'agir. Alors, on a vu à quel point il était possible à travers la méditation d'avoir un impact, de raffiner l'intellect, de fortifier l'intellect, cette force de sagesse, cette force de vérité en nous pour mieux apaiser, calmer l'esprit, sélectionner dans l'esprit des pensées qui ne sont que utiles, des pensées bienveillantes, des pensées spirituelles qui nous font du bien quand on médite, puis aussi des pensées qui nous aident à fonctionner avec clarté dans notre quotidien. Et on a vu à quel point bien cela pouvait générer une transformation de nos empreintes. Pourquoi? Parce que dans le meilleur de nos empreintes se trouvent toutes nos qualités originelles que l'on a vues comme la paix, l'amour, la pureté, etc. Alors, ce sont vraiment ces qualités qui finissent par prendre le dessus dans notre personnalité et désamorcer les vieux réflexes. Alors, une petite révision et puis maintenant, je vous propose une méditation pour qu'on puisse bien commencer dans un bon état d'esprit ensemble. Alors, je vais donner un commentaire de méditation. Je vous inviterai à vous asseoir confortablement et en même temps garder une posture alerte, le dos droit, qui facilite la respiration. Et on va garder les yeux ouverts, semi-ouverts. Je vous inviterai à les poser sur le point de lumière, par exemple, devant moi. Et je vous inviterai à expirer. Prendre une bonne inspiration. Et à l'expire, je me détends. À nouveau, je prends une bonne inspiration emplie de calme. Et à l'expiration, je mets de côté toutes mes préoccupations quotidiennes. Je me détends. Je prends un moment pour détendre mon corps. Je ressens mes pieds posés à plat sur le sol. Je détends l'énergie de mes jambes, mon bassin. Je détends ma colonne vertébrale, ma nuque. Je détends également mes épaules, mes bras, mes mains, mes doigts. Je déplisse mon front. Je détends ma langue dans ma bouche. Je garde ma mâchoire légèrement entrouverte. J'inspire et j'expire doucement. Je prends un moment maintenant pour me concentrer sur mon être véritable.
Ressentir que dans cet être se trouve mon essence, ma paix, ma pureté, ma vérité. Je prends un moment pour porter mon attention sur ce sentiment de paix. Je laisse la paix couler dans mon être, comme l'eau d'une rivière qui coule tranquillement. Je respire la paix. Je laisse la paix doucement s'installer en moi et je ressens des qualités comme la douceur, la bienveillance envers moi-même. Je ressens une infinie douceur qui me conduit à m'apprécier, à m'aimer, à me regarder comme si je me regardais pour la première fois. Aujourd'hui, je veux découvrir mon être véritable. Aujourd'hui, je veux mieux découvrir mes qualités, mon sanctuaire intérieur, avec toutes mes ressources, tout mon potentiel. Aujourd'hui, je choisis de me regarder sous un angle positif et de ne voir que ce qui est bon et fort en moi. Je laisse grandir ce regard bienveillant pour moi-même, en moi-même. Je ne vois que ce qui est bon et fort à l'intérieur de moi. Car je sais que plus je porte attention sur mes qualités, plus cela génère une énergie positive en moi et dans ma vie. Plus je me regarde avec bienveillance, plus je suis capable de m'apprécier à ma juste valeur et de partager le trésor de mes qualités avec chacun. Je prends quelques instants pour savourer la force intérieure qui grandit à l'intérieur de moi. Cette nouvelle estime de moi-même que je bâtis pas à pas. Il y a de la paix en moi, il y a de l'amour et il y a aussi un pouvoir, une force profondément positive. Je prends un moment pour savourer ce potentiel inné. Et tranquillement, je ramène mon attention à la pièce où je me trouve et je m'apprête à poursuivre mes activités. Alors, dans la spiritualité, notre objectif, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Plus on se connaît, plus on est en contact avec nos forces, notre potentiel intérieur, plus on est capable de le manifester, de l'exprimer, plus les autres bénéficient de cela et plus la planète est un lieu meilleur à vivre.
Alors, à travers la méditation, il est vraiment possible d'accéder à la découverte de soi. Et ce soir, j'aimerais me concentrer avec vous sur vraiment l'aspect clé, on va dire, de ce cours de méditation, euh, que l'on appelle l'être. On a vu que l'être, le soi, penser, pouvait réfléchir, discerner à travers l'intellect, donc penser avec cette force qu'est l'esprit, et puis manifester donc toutes sortes de traits de personnalité. Et cet être-là, bien c'est nous, on est d'accord, personne d'autre, chacun a des empreintes uniques. Donc notre personnalité nous est absolument unique, propre, elle ne ressemble à personne d'autre. Et cet être-là, on l'appelle dans le Raja Yoga l'âme. Alors, on peut parler du vrai soi, on peut parler de notre essence, on peut parler de l'être spirituel. Ici, on résume ça à un mot très simple, l'âme. Et on va beaucoup distinguer deux réalités dans la spiritualité. On a cette réalité qu'on connaît bien, qui est la réalité du monde physique, et on a la réalité spirituelle, qui est une réalité plus subtile à comprendre, plus subtile à ressentir. Alors quand on parle de l'être, quand on parle du vrai soi, eh bien on aborde un sujet, on va dire, qui est subtil, qui est peut-être plus raffiné que lorsque l'on parle du corps humain, bien que le corps humain soit un merveilleux on va dire outil, instrument très 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 complexe à étudier, que j'ai pu étudier par le passé. L'être spirituel, c'est quelque chose qui nous pose un petit défi parce que effectivement, cela appelle énormément de recherches. Les scientifiques se posent encore la question, où est-ce que se trouve l'être, où est-ce que se trouve l'âme, le siège de la conscience, etc. Alors, pour simplifier un petit peu les choses, on va distinguer vraiment ce soir le contenant du contenu. Alors, le contenant, ça va être notre corps, notre costume, et le contenu, ça va être justement l'âme. Et donc, quand on parle de contenu, il m'est arrivé une expérience un jour quand je suis allée dans un salon spirituel, un salon spirituel, un salon funéraire. J'accompagnais des amis lors d'un décès. Et puis donc, je ne connaissais pas la personne décédée en tant que telle, mais j'y allais plus pour soutenir la famille et puis du défunt. Et donc, j'étais pas émotionnellement, on va dire, impliquée. Et quand je me suis approchée de la dépouille, bon, ben, j'envoyais des bonnes pensées à cette personne. Et puis, j'imaginais un petit peu quel genre de personne ça avait pu être. Et puis, j'ai vraiment fait une très belle expérience. Donc, je m'approche du corps, je regarde un petit peu les traits, le visage, tout ça. Puis après, je regarde une photo qui se trouvait à gauche de la dépouille sur une petite table. Et donc, c'était un papa d'une quarantaine d'années qui avait deux filles, deux petites filles. Et ça m'a beaucoup touchée parce que lorsque j'ai vu la photo, j'ai vraiment tout de suite ressenti cet être-là, qui ça avait pu être. J'ai ressenti vraiment l'âme avec ses qualités, j'ai ressenti sa joie de vivre en tant que papa. J'ai ressenti qu'il avait beaucoup d'amour pour ses deux filles. C'était visible, évidemment, sur la photo. Et donc, tout de suite, j'ai eu une très belle impression. Et après, je suis retournée voir la dépouille à nouveau. Et le seul sentiment que j'ai eu, c'était vraiment de me dire, waouh, mais il n'y a rien là-dedans. C'est vide, c'est mort. On pourrait faire toc-toc, il n'y aurait personne qui nous répondrait. Vous me direz c'est normal, il s'agit d'un défunt, mais l'expérience que j'ai vraiment eue, c'était cette distinction fondamentale entre le contenant, la boîte, on va dire, et le contenu qui était véritablement parti, qui avait déserté ce corps-là. Et donc, j'étais vraiment face à un amas de matière qui était inerte. Et donc, ça m'a énormément enseigné sur ce que peut être une âme lorsque l'âme est vraiment bien dans un corps.
Un corps ne peut pas vivre sans âme, mais une âme peut vivre sans corps, puis on va le voir plus en détail pourquoi. Mais c'est un exemple que j'aime beaucoup relater, qui nous permet de mieux comprendre la réalité, la dimension spirituelle. Il est important toujours de distinguer les deux, la dimension physique de cette dimension beaucoup plus subtile de l'être. Et c'est important d'apprendre à se connaître parce qu'on vit dans un monde où on est très 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 sollicité, nos 5 sens sont perpétuellement sollicités. Alors c'est bien, les 5 sens, ce sont vraiment ces merveilleux outils qui nous permettent bien de vivre, toutes sortes d'expériences, de voir, de goûter au bonheur de voir, d'entendre, de parler, d'échanger, de ressentir, de toucher, de faire toutes sortes d'expériences. Et en même temps, on vit dans un monde maintenant où notre bien-être, notre bonheur dépend énormément de tout ça, de ces expériences-là, on va dire, sensorielles. On est dans un monde maintenant où notre bonheur est très conditionnel. Si par exemple je réussis à obtenir quelque chose que je convoitais et que je réussis à l'obtenir, bon, je me sentirais bien. Si on me retire la chose l'instant suivant, oups, cela générera un effet sur mon humeur. À l'inverse, si je travaille très fort, je fais des efforts pour, je sais pas, obtenir quelque chose et que j'arrive par exemple à obtenir un diplôme, un examen ou un titre, eh bien il y aura une fierté. Et à l'inverse, si je ne réussis pas, j'échoue, mettons, il y aura une déception. Alors, on est très sujet, dans le fond, à avoir des humeurs qui fluctuent, qui varient en fonction de ce qui se passe toujours à l'extérieur de nous. Même si ces actions-là, c'est une expression de nous-mêmes, on voit à quel point on est très dépendant du résultat de nos actions. On est très dépendant aussi de ce que l'on vit dans nos relations. Quand ça se passe bien dans une relation, super, tout va bien, ça nous donne du bonheur. Quand la personne ne répond plus à nos attentes, oups, ça y est, ça nous affecte. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible d'aller trouver une qualité de bien-être, de bonheur, qui se place à un niveau au-delà de tout ce qui est très conditionnel, on va dire. Et ce bien-être-là, ce bonheur, cette stabilité, on ne les trouve qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tout à l'extérieur est très fluctuant, ne dure jamais bien longtemps. On peut être heureux en fonction d'une situation, on va dire qui est agréable. Si ça se termine, bien à nous après d'envisager peut-être autre chose. Pareil pour nos relations. Les relations ne sont pas éternelles. On a des relations qui sont très durables, d'autres beaucoup plus temporaires, qui laissent une marque, parfois qui nous affectent très 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 profondément. Mais à nous toujours de savoir, ok, mais qui suis-je dans tout ça finalement? Comment je tisse ma vie, comment je trace un petit peu ma ligne de vie à travers tout ça. Et on vit parfois des échecs, on vit parfois des succès, on vit toutes sortes d'événements qui laissent leur marque, leur empreinte. Et bien sûr, dans la spiritualité, on recherche cette paix, ce bonheur que tout le monde recherche. Sauf qu'actuellement, le monde fonctionne différemment, on va dire, de cette réalité spirituelle. On nous vend toutes sortes de choses, on nous promet toutes sortes de confort, de gadgets, de soins, de bien-être, de voyages, pour justement nous donner des moments de satisfaction, des moments de détente, des moments de plénitude. Et on consomme ça, et c'est très agréable, mais quand c'est terminé, c'est terminé. C'est le fun d'avoir un bon repas entre amis, c'est joyeux, c'est agréable, ça permet de se retrouver. Et puis quand c'est terminé, il faut passer à autre chose. Alors, on veut construire un idéal, dans le fond, où on est capable d'aller d'un événement, d'une situation, de quelque chose à un autre, sans justement avoir non plus trop d'attentes. Sinon, on vit toujours dans l'espoir de quelque chose de mieux.
Je connaissais quelqu'un dans ma famille et puis elle attendait toujours ses prochaines vacances. Quand les vacances étaient sur le point d'arriver, ah là je comprenais que ça allait bien. Quand les vacances étaient trop loin, oh, c'était difficile. Puis je me disais, waouh, ça va pas être évident de rendre sa vie si conditionnelle à des moments justement agréables. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre des vacances? Oh, c'est jamais agréable, faut reprendre. Alors, on voit bien que tout ça c'est agréable, mais c'est pas durable. Et c'est ce qu'on veut vraiment construire dans le Raja Yoga, un bonheur qui soit durable, qui soit solide. Notre être également a besoin tellement d'une définition qui nous amène à nous référer à quelque chose de très stable. Dans le monde actuellement, quand on considère notre réalité, on va dire, on s'identifie beaucoup à tout ce qui est physique, à tout ce qui est tangible. Donc on se présente avec notre prénom, notre âge, on va dire quoi? On va parler du lieu où on vit, de notre adresse, de ce que l'on fait, d'où l'on vient. Et grosso modo, les personnes que nous rencontrons se feront une idée de nous en fonction de tout ça. On peut étendre ça après à peut-être notre travail, notre salaire, notre statut dans la société. Les gens vont avoir des repères de ce qui on peut être en fonction de tout ça. Il y a des pays où il fait peut-être où les gens sont de peau blanche, il fait pas bon être de peau noire, par exemple, et inversement. Alors, il y a des pays, par exemple, qui s'identifient très très fortement. Les gens s'identifient beaucoup à la religion. Et s'ils rencontrent des personnes avec une religion, on va dire, où il y a une guerre de religion, il fait pas bon se présenter en fonction de son appartenance religieuse. Voyez? Alors, dans le fond, on se rend compte que tout ça, oui, c'est important, ça nous définit, ça nous caractérise. Et en même temps, là aussi, c'est très temporaire. C'est vrai un jour, c'est peut-être plus vrai le lendemain. Je me souviens d'une personne que je connaissais et puis qui a perdu son emploi du jour au lendemain. Et c'est vrai que du jour au lendemain, son statut qu'il avait dans la société, plus de statut. C'était fini. Et ça l'a beaucoup affecté parce que toute son identité, son sentiment de lui-même reposait là-dessus depuis très 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 longtemps. Et donc il a fallu qu'il se recompose, qu'il se recrée. Et ça demande une certaine énergie. Dans le Raja Yoga, ce qui simplifie beaucoup les choses, c'est quand on va à la source de ce que l'on est, on trouve un sentiment identitaire qui est en parfaite résonance avec ce qu'on appelle l'estime de soi. Lorsque l'on se définit comme être spirituel à travers notre potentiel, nos qualités, tous ces aspects dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont et qui viennent dans notre vie, qui nous définissent, sont là, mais en même temps, on sait bien que c'est pas nous fondamentalement. Moi, par exemple, je suis française, ça fait 16 ans que je vis au Québec. Si on me considère toujours juste comme française, il me semble que ce serait limité maintenant, après 16 ans de vie. Et en même temps, je ne serai jamais vraiment une Québécoise ou une Canadienne, même si j'ai la nationalité. Et alors, je dis aux gens, si vous voulez vraiment me connaître, oubliez mes nationalités. Faites l'effort d'aller me trouver plus dans ce que je suis et vous trouverez vraiment qui je suis. Alors, on voit bien à quel point ces identités-là sont très, très fragiles, dans le fond. Et le signe de la fragilité, c'est lorsque l'on se sent menacé, par exemple. Si, par exemple, on peut se définir comme moi j'aime telle ou telle chose, puis ou je sais faire telle ou telle chose, je sais très bien, par exemple, cuisiner. Et puis que quelqu'un mange ce que l'on fait et dit j'aime pas du tout ta cuisine. Là on se sent menacé si on s'identifie fortement à ce talent-là, vous voyez. Je me souviens, j'avais donné des cours un jour à une personne en West Island qui était tamoule, et puis elle c'était une maman, puis c'était vraiment important, la cuisine, tout ça.
Puis quand on avait donné ce cours-là, elle me disait: «Ah, mais je comprends maintenant pourquoi c'est fragile. C'est vrai que c'était ma fierté pour moi d'être vraiment bonne cuisinière jusqu'au jour où j'ai vu que pas tout le monde aimait ma cuisine». Et elle me disait à quel point ça l'avait affectée. Alors on a tous nos petites zones fragiles aussi. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et on a tous un peu nos petites fiertés que d'autres personnes peuvent venir des fois fragiliser, attaquer. Pour qui te prends-tu? Alors, c'est ça, on veut aller au-delà de tout ça. Bien sûr, ça nous définit dans notre vie courante. Mais la grande, grande question demeure toujours la même. Qui suis-je? Que je sois bonne ou mauvaise cuisinière, on veut aller au-delà et répondre à cette question-là, qui suis-je? Alors, dans le Raja Yoga, on va donc considérer l'être comme une âme. Et on peut définir l'âme selon plusieurs critères très précis dans le Raja Yoga. Pourquoi une définition aussi précise? Elle repose déjà sur l'expérience de yogis qui ont navigué avec ça depuis très longtemps. Et également, ça va vous aider énormément, vous, dans votre pratique de la méditation, de savoir vraiment qui vous êtes, de jouer avec ça, dans ces différentes caractéristiques. Alors, la première caractéristique, c'est la position de l'âme. Où se trouve l'âme dans le corps? En Occident, souvent, les gens vont dire « Ah, l'âme, elle doit être quelque part ici, parce qu'on a beaucoup de ressentis ici, au niveau du plexus, du cœur. » En Orient, les gens vont parler plus du front, du troisième œil, parce que c'est quelque chose de très culturel là-bas. Dans le Raja Yoga, on va effectivement situer l'âme ici, très précisément à quelques centimètres derrière le front. Elle va être ici au centre du front et on va même identifier sa forme. Est-ce que c'est grand une âme? Est-ce que c'est petit? Alors la forme de l'âme, l'âme a la forme tout simplement d'un point. Un point d'énergie lumineux. Est-ce qu'on peut voir l'âme, d'après vous? On parle d'une réalité très subtile. Alors, on ne peut pas voir l'âme, l'âme est invisible. Par contre, on peut la ressentir. Alors, l'âme a la forme d'un point que l'on peut donc situer ici, au centre du front. On peut imaginer, vous savez, Saint-Exupéry parler des yeux comme les fenêtres de l'âme. Alors, quand on se met dans cet état de conscience-là, et qu'on imagine qu'on est derrière le front, il y a vraiment cette expérience que oui, c'est vrai, mes yeux sont comme des fenêtres, parce que moi, l'être, mon essence, je suis derrière. Je me trouve derrière mes yeux, derrière mon front. Et autant dans le yoga, on va dire physique, hatha yoga et autres, on amène toujours les gens à se recentrer et à faire des postures comme ça pour ramener, centrer son énergie. Et bien dans le Raja Yoga, c'est la même chose. On invite les gens à recentrer leur énergie sans faire de mouvement cependant, mais à ramener l'attention ici au centre du front. Et ça génère tout le temps un sentiment de bien-être, parce que c'est là où se trouve l'âme. Donc bien souvent, comme notre attention est très 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 vite dispersée, nos pensées vont un petit peu dans tous les sens, on a nos soucis du quotidien, on voit, nos sens sont très sollicités. Quand on ramène son attention comme ça au centre du front, il y a vraiment cette expérience de détente, de paix, de bien-être qui s'installe automatiquement. Et c'est très agréable. Donc on a vu la position de l'âme, on a vu sa forme, maintenant sa longévité. Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin à l'âme? L'âme, par essence, est éternelle. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort en tant que telle. On est tellement habitué avec notre corps physique lorsqu'on s'identifie à raisonner en termes de début et de fin. L'âme, non.
Et ça donne un sentiment quand on va dans cette expérience-là, en méditation, de ressentir à quel point, bien, juste se donner la chance de ressentir sa propre éternité, ça donne en soi un sentiment de très très grand bien-être, mais quelque chose de très ouvert, d'illimité, comme une force. Dire waouh, je suis éternelle. Donc ça veut dire que je ne vais pas avoir peur de la mort, je suis éternelle. Il faut apprivoiser ça, ce sont des ressentis, ce sont des expériences. Au début, c'est un concept que l'on peut apprivoiser. Et je me souviens, dans une période où j'étais très occupée, un jour, j'avais vraiment un défi à gérer avec mon travail, quelque chose qui se passait pas bien avec un client. À un moment donné, j'ai pris une petite pause méditative à mon bureau, peut-être 2 minutes, hein. Et je suis juste allée me centrer juste sur cette qualité-là. Moi, l'âme, je suis éternelle. Je n'ai ni début, ni fin, je vivrai pour toujours. Et ça m'a littéralement détachée complètement de ce que je vivais. Ça m'a donné une force, une énergie qui était très très puissante. Et je suis revenue après ce que j'avais à faire. J'avais le sentiment d'être vraiment très claire, de pouvoir gérer mon défi avec beaucoup plus de facilité parce que l'éternité donne un sentiment de se retirer de tout ce qui est très limité, temporaire, surtout quand on court après le temps et qu'on doit donc assurer des livrables, tout ça. Là, il n'y avait plus de temps et c'est bon d'aller faire cette expérience-là. Autre aspect de l'âme, eh bien, c'est que donc l'âme éternelle, un point de lumière, un point d'énergie, centre du front. Quel est son rôle, l'âme? Eh bien, le rôle de l'âme, c'est d'animer le corps. Comme je vous le disais, un corps physique sans âme à l'intérieur, ça ne peut pas vivre, ça ne peut pas fonctionner. Donc, littéralement, l'âme est la force de vie qui anime le corps. Là, on parle de l'âme, mais en fait, on parle de nous, on parle de soi, on parle de ce que vous êtes. Donc, si je m'adresse à vous en tant qu'âme, eh bien, je m'adresse à vous comme des forces, comme des énergies qui animent les corps que je vois en face de moi actuellement. Et quand on est dans cette dimension-là, c'est sûr que ça connecte très facile, ça nous relie très facilement les uns aux autres. Parce qu'on est moins porté à vouloir porter des masques. La conscience plus matérielle fait en sorte que on s'identifie à différentes choses pour bâtir son identité. On veut être au top dans ces critères-là en général pour soit bien paraître ou rassurer les gens qu'on est une bonne personne. Mais quand on est dans l'âme, puisque l'âme c'est une énergie, puis une très belle énergie, on n'a plus rien à prouver. On est, point à la ligne. Non seulement ça, mais on apprend à considérer chacun comme un être subtil. Et je vous raconterai plus tard une expérience, mais c'est intéressant justement de voir à quel point ça peut nous relier et enlever bien des peurs, bien des appréhensions, bien des stress entre les personnes quand on se considère d'âme à âme. Mais je vais terminer ma petite description de l'âme. Le dernier aspect de l'âme, ce sont ses qualités, ce qui la caractérise. Comme je vous l'ai dit, on a 5 couleurs primaires sur notre palette de peintre spirituel. Nos 5 couleurs, on les a vues la dernière fois. On a la paix, les 3 P, la paix, le pouvoir intérieur, donc notre force, notre pureté. On a l'amour, la qualité du cœur et on a la félicité. Donc cet état de plénitude qui est même encore plus supérieur au bonheur. Et quand on médite, eh bien on aime ça, aller justement se reconnecter à soi. Méditer, c'est vraiment revenir à soi, plus le soi que l'on connaît comme Anne-Christelle, avec son corps,
ou mettons Jean-Pierre. Vous savez, on est très identifié à notre genre, hein, à ce que l'on fait, à notre âge, à nos activités, à tout ça. Ça, ce sont tous nos rôles. C'est super. On n'est pas en train de les dénigrer. Mais c'est comme si à un moment donné, vous savez, un acteur, quand il a terminé sa job le soir, il enlève son costume, il enlève ses habits, il enlève son maquillage, il enlève même son rôle de sa conscience en disant, par exemple, je sais pas, Tom Cruise, là, s'il joue un bandit, par exemple, dans un film, et bien c'est terminé, Tom Cruise, ça redevient Tom Cruise le soir, c'est plus le bandit. Donc on met tout ça de côté et on revient à soi-même. Dans la méditation, c'est vraiment ça. On laisse les rôles de côté et on est capable de se ramener, de s'identifier à notre essence. Et ça fait énormément de bien. Parce que, mettons, si dans mes différents rôles, je vis une relation, puis c'est complexe, puis il y a beaucoup de choses impliquées là-dedans. À un moment donné, je me dis, bon, ben, moi, je suis en train de jouer ce rôle-là en ce moment avec cette personne. C'est assez problématique, mais c'est un rôle. J'apprends des choses. À un moment donné, moi, l'âme, si je me ramène à mes qualités, je me ramène à ce qu'il y a de plus beau, de plus pur en moi. Et donc, je me ramène à une énergie qui est là en moi, disponible et à laquelle je veux m'abreuver. Vous comprenez la différence? Alors que peut-être dans cette relation et le rôle que je joue avec cette personne, peut-être que c'est pas forcément que des qualités que je vais expérimenter. Peut-être que j'aurai des empreintes qui vont émerger qui sont pas forcément agréables dans la relation, qui vont compliquer la relation. J'ai peut-être être aux prises avec des empreintes de la personne, des vieilles habitudes que je n'aime pas non plus, qui fait en sorte qu'il y a des choses à régler. Mais dans la méditation, c'est dire non, stop, on met ça de côté, je me ressens, je me ramène à mon essence et je goûte à mes qualités, j'en fais l'expérience, je me donne la chance. Et c'est vraiment magnifique parce que ça nous permet non seulement de prendre des pauses de tout ça, hein, si mettons un autre facteur auquel je m'identifie, mon compte en banque, puis que je vois en ce moment, oh, ça va pas bien, ça descend, ça descend, ça descend, et ça me stresse. Bon, puis je mets ça de côté, et puis je vais aller dans une qualité comme la paix, hein, la plénitude. Ce qui me stressera aura beaucoup moins d'impact. Voyez, je vais aller nourrir une force, une confiance qui va après m'amener à poser les actions, les gestes pour éventuellement fournir mon compte en banque. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment, à un moment donné, mettre tous ces aspects-là de côté et se ramener à ce qui est beau, ce qui est pur, qui est puissant en soi. C'est vraiment ça le but de notre méditation. Comme on l'a vu, ces qualités-là composent vraiment l'ADN de nos empreintes. Hein, c'est vraiment l'essence de nos empreintes. Comme on le sait, quand on vient à la méditation, on a le sentiment, on en veut plus de paix, on en veut plus de bonheur, on en veut plus de stabilité, de plénitude, parce qu'on sait bien que ces qualités-là, c'est pas ça qui remonte à la surface le plus souvent dans notre vie. Donc on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller dans un centre de méditation, peut-être qu'ils ont des solutions. Et effectivement, plus on médite, plus ces qualités-là vont réémerger à la surface de l'âme. Donc vont s'exprimer dans notre personnalité, rayonner à travers nos actions et donner une certaine nouvelle énergie dans toutes les choses que l'on essaie de gérer dans notre vie. Vous voyez, une sérénité aussi. Si quelqu'un est stressé avec son compte en banque, à un moment donné, s'il va méditer sur la paix, il va se créer une sérénité, un sentiment de se dire, bon, voilà la situation, mais c'est moi le maître. Est-ce que je peux garder justement une attitude sereine et me dire, ok, je vais poser les bons gestes qui éventuellement vont pouvoir m'amener à trouver des solutions. C'est très dur de trouver des solutions, on va le revenir, quand on a beaucoup de confusion et qu'on manque de clarté. Or, justement, c'est le grand bien-être que l'on ressent en méditation. C'est plus on recontacte avec notre essence, cet ADN-là de qualité, plus après la clarté est là, parce que
La clarté, c'est quoi? C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est pur. Hein, une eau qui est claire, c'est une eau dans laquelle il n'y a pas d'impureté. Et nous, c'est la même chose. On veut vraiment, à un moment donné, qu'il y ait des pensées qui soient si claires, si axées sur notre vérité, que l'énergie après qui sort de l'âme sous la forme de pensées, d'idées, d'actions, de projets, soit une énergie de grande confiance, de grande clarté, vous voyez, qui soit nourrie de tout ça dans notre méditation. Alors, on connaît un petit peu mieux qui l'on est et on veut naturellement le ressentir. On veut non seulement le ressentir en méditation, mais on veut le vivre dans notre vie. On a deux types de conscience. Hein? On a cette conscience-là, spirituelle, une conscience de notre être. Et on a à l'inverse la conscience, on va dire, beaucoup plus matérielle, hein, d'identification donc à notre corps, à nos rôles, à nos activités, au rôle que l'on peut jouer. Est-ce que j'ai un rôle de mère ou est-ce que j'ai un rôle d'enfant ou les deux? Je serai toujours l'enfant de quelqu'un, mais je peux aussi être une maman. Et si je porte trop mon chapeau de maman et qu'à un moment donné je trouve ça lourd, à un moment donné c'est bien de se détacher un peu, prendre du recul et reconnecter. Hein. On n'est pas uniquement une mère dans la vie, on n'est pas uniquement, par exemple, l'épouse de quelqu'un. Ce sont des rôles que l'on joue, mais on peut, à un moment donné, dans la spiritualité, retrouver la véritable identité que l'on est, qui nous permet de mieux jouer nos rôles. Alors, cette conscience-là, on va l'appeler la conscience matérielle, la conscience du monde dans lequel on vit. On appelle plus une conscience du corps, c'est-à-dire on s'identifie à ce qu'on a toujours cru que l'on était, un corps, avec tout ce qui vient avec, hein, tout ce que vous faites, vos activités, vos goûts, vos relations, etc. Tout ça, c'est la conscience du corps, on va dire. Conscience matérielle. Et si l'on veut garder la stabilité de la connaissance de soi, hein, l'expérience de soi en méditation. On va appeler ça plus une conscience spirituelle, c'est-à-dire la conscience d'âme. Alors quand je suis plus en conscience d'âme, je suis en inconscience de ce que je suis. Hein. Donc je bascule en conscience du corps. Si je vis une situation et que je vis des émotions, par exemple de l'anxiété face à une situation, eh bien, ça veut dire que je suis en train de coller, de m'identifier à la situation qui me stresse, qui détermine ce que je suis. C'est-à-dire, je suis une boule d'anxiété. Je peux ressentir de l'anxiété, effectivement, mais avec cette connaissance-là à laquelle vous avez accès, vous savez que vous n'êtes pas votre anxiété. Que l'anxiété, elle vient d'où? Elle vient des mémoires. Hein? Elle vient de ces choses-là que l'on a acquises à travers nos expériences de vie. Et à un moment donné, on se dit, ben non, dans la conscience d'être une âme, ça marche pas. L'anxiété, ça fait pas partie de l'âme, dans son essence. Ça fait partie, la paix, hein, qui serait l'inverse de l'anxiété, fait partie de mon essence. Donc pour une personne qui vit un gros stress dans une situation et de l'anxiété, revenir à la qualité opposée lui permet vraiment de mieux gérer son émotion, mieux gérer ce stress-là. Et notre vie, vous allez voir, est une bascule permanente entre, quand on commence à être conscient, hein, spirituellement, entre la conscience d'être une âme et l'inconscience d'être une âme, c'est-à-dire la conscience plus physique du corps. Et quand on est en conscience d'âme, les signes de ça, c'est que déjà, dans notre esprit, il n'y a pas trop de pensées. Il y a juste les pensées qu'il faut. C'est un esprit qui est calme, paisible. C'est une chose à la fois. On ne se précipite pas. On est très centré sur le moment présent. On sait mieux discerner quand on voit les émotions arriver. On les voit arriver. On a beaucoup plus de recul.
On les nie pas, ces émotions. On sait qu'elles sont là, qu'elles prennent leur source dans nos empreintes, qu'elles peuvent survenir à un moment donné ou à un autre, mais on est moins esclave de nos émotions. Elles viennent moins nous affecter. Donc, un esprit clair, moins de pensées, moins de confusion également. On sait quoi faire et quand, à quel moment, plus de discernement et un état de légèreté intérieure. Des fois, on peut se questionner sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. On peut avoir des émotions de culpabilité quand on a le sentiment qu'on n'a pas fait la bonne chose. On peut avoir des émotions de honte, on peut avoir des émotions de colère, de tristesse, de chagrin intérieur. Tout ça, c'est le signe qu'il y a de l'agitation. Et quand il n'y a pas cette agitation-là, en conscience plus d'être une âme, eh bien, il y a une légèreté qui nous garde pas mal au-delà de ce qui peut se passer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de situation à gérer. Il y en a autant, voire des fois même plus, je vous dirais. Parce que quand on commence à entrer dans la spiritualité, la vie, elle vient nous tester aussi. Elle vient nous dire, hey, est-ce que tu as bien appris ta leçon? Donc, elle nous envoie quelques petits tests. Et plus on grandit, plus les tests deviennent coriaces aussi, pour voir si on est capable de passer au niveau supérieur. Voyez, mais c'est un parcours qui est vraiment passionnant, justement. C'est ce qu'on appelle le cheminement spirituel, la découverte de soi à travers, justement, je dirais, c'est toujours l'étude de soi à travers tout ce que l'on vit. Au bout d'une journée, c'est est-ce que j'ai vraiment bien vécu? Est-ce que j'ai bien profité? Est-ce que j'ai su donner un sens à ce que je vivais? Est-ce que je me suis laissée affecter par l'extérieur ou au contraire, est-ce que j'ai amené un sens plus spirituel pour mieux comprendre le sens de mes événements? On entend cette expression-là qui est souvent très, on va dire, galvaudée, il n'y a rien pour rien. Mais c'est vrai, quand on vit une vie plus sous une couleur spirituelle, on est porté à saisir à un moment donné le sens de ce que l'on vit. À saisir, tiens, qu'est-ce que je peux aller développer plus comme potentiel, comme qualité pour mieux gérer ce que je vis. Versus quand on vit les choses plus en conscience du corps. Donc, on ne voit que ce qu'on croit, on vit des choses, on se laisse affecter, on vit des émotions. Bien souvent, l'effet de ça, c'est qu'on se sent très victime de ce qui nous arrive. Et quand on est victime, c'est très facile d'aller mettre des boucs émissaires ou des personnes qui sont fautives, d'aller trouver des bourreaux, des responsables. Et c'est une énergie assez commune dans le monde dans lequel on vit, qui génère des guerres autour de la table du petit déjeuner le matin, voire des grandes guerres après dans le monde plus élargi. Mais le syndrome de la victimite, effectivement, est très courant. Pourquoi? Parce que les gens ne se connaissent pas, tout simplement, et connaissent pas ce potentiel qui les habite et qui leur permet de finalement mieux gérer ce qu'ils vivent. Et cette semaine, ça va être votre devoir. Je vous disais tout à l'heure que on est capable, on a cette capacité-là quand on est en conscience d'âme, d'aller regarder les autres comme tels, comme des âmes. Imaginez qu'il y a une énergie ici qui transpire, qui rayonne à travers nos yeux, notre regard. Et quand on est dans cette conscience-là, c'est absolument merveilleux l'énergie d'harmonie qui circule. Parce qu'on est dans l'être et on se connecte à l'être tout simplement à travers la vision, la conscience. C'est comme je te reconnais vraiment pour ce que tu es. Oublie ton rôle, oublie tout ce que tu fais, t'es une âme, point. Et je me souviens, là, justement, quand je commençais à pratiquer ça, j'avais regardé un jour mon fameux patron dont je vous parlais la dernière fois. Il est rentré dans mon bureau, il me parlait de plein de choses, tout ça. Et avant, il m'effrayait souvent. Il générait des émotions en moi. Et le jour où je l'ai regardé vraiment comme une âme, je regardais un petit peu son front, pardon, ses yeux, à me dire, waouh, derrière tout ça, là, tout ce rôle de patron, il y a une âme, il y a vraiment une énergie pure, parfaite, avec plein de qualités, un potentiel. Puis
Puis je vous dirais que ça m'a fait du bien. Il me parlait, j'écoutais un peu ce qu'il me disait. Mais j'étais là, j'étais presque dans la contemplation. Et c'est agréable. Puis il voyait bien que j'étais très zen ce jour-là. Il me dit, ah, t'as changé, Anne-Christelle. Il me semble que tu ne réagis plus comme avant. Il dit, ah, ça va de la méditation. Hein. J'ai dit, oui, c'est ça. Je suis pas allée dans le détail. Mais j'ai pu voir à quel point l'énergie de la vérité, c'est-à-dire l'énergie de l'être, est une énergie très fraternelle, très pure, très douce. On ne force rien, on n'a plus rien à prouver et on est dans l'accueil, on n'est plus en résistance, voyez? Ça change tout. Alors que dans nos relations, on dépense énormément d'énergie. Déjà, à essayer de faire bonne posture, bonne figure. Et puis, ouais, à essayer d'exprimer ce que l'on est, se faire comprendre. Hein. Et également, on dépense énormément d'énergie à essayer de comprendre l'autre, à aller peut-être au-delà de nos attentes. Qui n'a pas d'attente, hein, on en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est insatisfait avec soi, donc c'est plus facile quand on ne se connaît pas d'aller projeter ses attentes, ses manques sur les autres, plutôt que de dire, ben non, tu sais, il y a des choses peut-être à clarifier en toi et à mieux comprendre. Alors, cette conscience-là, la conscience d'âme, nous amène à être très responsables de qui on est, responsable de nos réactions. Et on se découvre comme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus dans l'accueil quand on est dans la conscience d'âme, notamment dans nos relations. Ça change énormément parce qu'on a conscience que dans chaque âme, il y a aussi un paquet d'empreintes. Il y a des vieilles choses, des vieilles casseroles. Et donc, quand j'ai commencé vraiment à mieux comprendre ma relation avec mon patron, puis de voir quand il y avait des choses difficiles dans sa personnalité qui venaient un petit peu à choper avec la mienne, j'étais beaucoup plus consciente de ça, des empreintes en chacun de nous, etc. Je me suis dit, mais ok, alors qu'est-ce que moi je choisis avec quoi j'ai choisi de bonifier la relation? Quelle qualité je vais essayer d'injecter dans ça pour que ça se passe du mieux possible, puis de manière harmonieuse. Et puis lâcher mes attentes, lâcher mes jugements, lâcher mes préjugés, etc. Mais vraiment dans un accueil. Donc la conscience d'âme nous rend vraiment dans une fluidité qui est très agréable et je vous inviterai à faire cette expérience cette semaine parce qu'on est des êtres de relation. On ne vit pas tout seul chez soi. On a vraiment des rôles magnifiques à jouer avec toutes sortes d'une variété d'acteurs. L'âme est un acteur. L'âme est là pour jouer un rôle. Plein de rôles d'ailleurs. Là, je vous joue un rôle d'enseignante de méditation, mais quand je vais rentrer chez moi, mon rôle sera terminé. Si je m'identifiais juste à ça dans ma vie, il me semble que ce serait très limité. Vous voyez? D'ailleurs, qui suis-je pour m'identifier à ça? J'ai reçu cette connaissance qui m'a fait du bien dans ma vie. Maintenant, j'ai accepté de jouer ce rôle pour partager les bienfaits. Mais c'est très facile de pouvoir développer de l'ego aussi, des rôles que l'on peut jouer, des spécialités que l'on peut avoir. Mais quand on se rend compte que c'est juste des rôles, puis des fois c'est des rôles qui sont temporaires aussi, des rôles qu'on joue bien, à notre meilleur, c'est vrai, on exprime notre potentiel, nos qualités. Puis après quand c'est fini, que la vie nous les retire, ok, ça y est, tu passes à autre chose. Alors ça permet aussi quand il n'y a pas d'ego, ça veut dire que on sait très bien à qui on s'identifie véritablement, le soi, l'âme. On n'a pas besoin d'aller trouver notre valeur, à essayer de plaire aux autres. On aime tellement plaire aux gens pour se plaire soi-même. Alors que quand on commence à se plaire soi-même en fonction de nos qualités, on dépense beaucoup moins d'énergie à plaire aux autres. C'est devenu secondaire, on est point. Puis, je pense que le plus beau cadeau que l'on peut faire dans nos relations, c'est d'être authentique. Et cette authenticité n'est possible que lorsque l'on se ramène au soi, à cette conscience-là. Alors, on va terminer cette séance justement avec une expérience du vrai soi.
Et je vous inviterai à donc vous préparer à méditer, vous asseoir, garder le dos droit, les yeux ouverts. Alors je m'installe confortablement. Je garde les yeux ouverts, ou bien semi-ouverts, posés sur un point devant moi. J'inspire et j'expire doucement. Je me détends et j'entre dans le silence. Dans ce silence, doucement, je m'éloigne du monde extérieur. Je me détache de tout ce qui m'entoure. Je laisse de côté mes préoccupations quotidiennes. Je suis détendue, paisible. Pendant les prochaines minutes, j'accepte de mettre de côté mes soucis, ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait dans mon quotidien. J'accepte de ne plus penser aux autres et peu à peu mes pensées ralentissent. Je suis calme et détendue. J'entre en moi-même. Je prends conscience que je suis un être spirituel. Je suis comme de la lumière, une lumière concentrée, douce et puissante. Je prends un moment pour me visualiser, pour me ressentir comme un point d'énergie au centre du front. Je suis une énergie vivante, la force de vie qui anime mon corps physique. Je suis une énergie paisible et emplie d'amour. Aujourd'hui, je veux tout simplement faire l'expérience de mon identité véritable. Qui suis-je? Je suis un être qui pense, qui ressent, qui vit des sentiments, des émotions. Un être qui agit, qui interagit. Je suis un être subtil, immatériel, qui brille sous la forme d'une étoile d'énergie au centre du front. Je suis l'énergie de vie qui anime mon regard, qui vibre à travers mes yeux. Je m'étais perdue depuis longtemps et maintenant je me retrouve avec moi-même, si bien, si paisible. Je suis un être spirituel, un acteur dans la pièce de théâtre du monde. J'observe les différentes scènes avec humour, avec détachement, les différentes scènes de ma vie. Je porte un regard même amusé sur ces différentes scènes parce que je suis là, au centre de mon front, comme un observateur. Au fond de moi, je sens un amour profond qui m'emplit totalement. Je m'aime. J'aime aussi ce corps et j'en suis détachée.
J'aime tous les êtres humains d'un amour pur, vrai et intense. Je suis un être de paix, d'harmonie et de sagesse. Je suis léger, contenté, juste un point d'énergie. Je m'emplis de paix. Et dans cette paix, je me sens bien avec moi-même et l'univers. Peu à peu, je reprends contact avec mon environnement et je m'apprête à poursuivre mes activités. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne pratique. Alors, on a vu tout ça ensemble ce soir.